Ok, bonjour à tous. Je me présente, Yann, un des animateurs du collectif E4Animal, qui sont des rendez-vous hebdo les samedis et les mercredis. Les samedis à 11 heures et le mercredi à 19 heures. On va démarrer par l'introduction des participants qui va durer 5-10 minutes. Ensuite, la présentation Aves France par son président, coprésident. Et ensuite, une session de 15 minutes questions-réponses qui déborde toujours un peu. Voilà, je passe la parole maintenant au hasard à Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, Thibaut Dansette. Donc, je suis cofondateur d'Osmia, qui est une start-up qui propose des solutions innovantes de pollinisation sans impact sur l'environnement. On élève des petits insectes sauvages. Très bien, merci. Nathalie Roland. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis plutôt sur les alternatives aux produits animaux et notamment l'agriculture cellulaire qui permet de produire des produits animaux à partir de cellules et donc pas à partir d'animaux entiers. Voilà. Et donc, il y a une chaîne Slack sur le sujet qui s'appelle Limit pour ceux qui veulent échanger sur ce sujet. Très bien, c'est la première référence à la chaîne Slack. C'est génial, Nathalie. Je passe la parole à Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour, Benoît Spitzer, je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire et je suis passionné par les sujets liés à la protection de l'environnement, le développement durable, la protection des animaux. Tu peux parler un peu plus fort, Benoît, on t'entend très mal. Ah, vous m'entendez mal? C'est bon? Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Moi, c'est Fabien. J'ai créé Poulahouse, une société qui propose un œuf éthique. Les poules étant habituellement tuées à 18 mois, nous, on les laisse vivre toute leur vie et on commercialise depuis le mois de septembre dans différentes enseignes de distribution. On en a déjà vendu plus de 600 000. Très bien, merci. Bonjour Nathalie. Bonjour, alors moi j'ai 7 ans d'expérience dans les associations, l'association de protection animale. Je suis intéressée par les projets qui nous font sortir de notre zone de confort et E4Animal justement est intéressant parce qu'on va chercher des entreprises. Je travaille avec l'éco-cirque Joseph Bouglione, un cirque sans animaux qui veut révolutionner le monde du cirque. Et je soutiens des associations comme Kiwak et je cours pour elles ce dimanche à la course des héros. Ok, merci Nathalie. On t'a très mal entendu. Je crois que il faudra la prochaine fois se débrouiller pour vous faire dans un environnement moins bruyant. Bonjour Sabine. Sabine, c'est à toi. Bonjour à tous et merci de m'avoir permis de vous rejoindre. Je mettrai bientôt plein d'informations sur la belle chaîne Slack que Yann nous a offert. J'anime des associations de préservation de la nature, l'une qui est dédiée aux protecteurs, qui s'appelle PPNAT, Photographe pour la préservation de la nature, où on sert un petit peu de vitrine à des programmes qui sont présentés dans le monde entier, beaucoup sont anglo-saxons, et l'autre s'appelle Génial Nature, donc le nom de notre chaîne, qui est un collectif qui rassemble des photographes passionnés, des auteurs, des scientifiques et des gens d'un petit peu partout. Et l'objectif là est plus de faire de la sensibilisation auprès du public par des expositions, des conférences, des publications. Tout ça naturellement, c'est du bénévolat. Et le reste du temps, je suis avocat depuis une trentaine d'années, mais c'est devenu ma seconde activité pour permettre de tenir le choc, on va dire. Très bien, merci Sabine. Je t'inviterai un peu plus tard sur ta chaîne Slack à poster un lien qui pointe justement vers les sites que tu as mentionnés et ton profil LinkedIn par exemple. Habituellement, on fait ça dans la boîte de dialogue Zoom, mais puisqu'on a des chaînes Slack, maintenant autant le faire directement sur la chaîne Slack. Je vais passer maintenant la parole s'il nous entend, à Benoît. Benoît. Vous m'entendez là cette fois-ci maintenant? Donc, oui, on Benoît t'entend. Spitzer. Oui, je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je suis animateur de l'initiative Clean Tech Verte
Et donc, je suis passionné par les sujets liés à l'environnement, le développement durable, la préservation de la condition des animaux, que que je rejoins avec grand plaisir le collectif E4Animal et toutes nos réunions qu'on organise très régulièrement. Et donc, et puis tous les échanges que nous poursuivons ensuite sur le site Slack, effectivement, des E4Animal. Merci Benoît. On va d'ailleurs créer une chaîne ministère pour les événements qui peuvent nous intéresser. On ne t'avait pas alloué de chaîne, mais on va créer une chaîne ministère. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien, le cofondateur de Common. On est une coopérative de location d'électronique responsable. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec les animaux, la biodiversité, mais à titre personnel, je suis très intéressé par ces thématiques et j'essaye d'apporter ce que je peux au collectif. Et voilà, c'est à peu près tout. Et donc pour faire le petit coup de pub, en fait, l'électronique responsable, c'est notamment le Fairphone pour ceux qui connaissent, qui est un peu mieux que la plupart des produits électroniques en majorité. Voilà. Merci Adrien. On t'a créé une chaîne Common Fairphone qu'on va t'inviter à gérer parce que on peut aussi t'apporter pas mal de choses oui, j'ai vu, ouais. Au collectif. Sandrine, bonjour Sandrine. Oui, bonjour, vous m'entendez tous? C'est tout bon? Ça marche? Oui. Donc Sandrine, Startup et les plantes, donc principe recherche et développement de matières premières naturelles pour créer des produits et des marques innovantes et éco-responsables dans un secteur non alimentaire, notamment bougies, répulsifs animaux ou parfums intérieurs. Notre particularité, c'est une vraie stratégie d'impact positif sur la biodiversité, d'où ma présence au sein du collectif et mon intérêt pour tous ces sujets et toutes ces actions. Voilà. Merci Sandrine. Alors, je vais passer la parole à Sylvie. Bonjour Sylvie, vous nous entendez? Oui, bonjour tout le monde. Je vais être brève. Donc, je suis la cofondatrice d'AVS France. Là, je suis venue exceptionnellement aujourd'hui en soutien à Christophe. Et moi, je suis plus spécialement chargée des questions autour du retour du loup en France. Voilà. Très bien. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas cédé la parole? Luc, bonjour Luc. Bonjour, je ne sais pas si ça fonctionne là. Si. Très bien, moi je suis Luc, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle SOS Pets, l'urgence médicale de vos animaux de compagnie. Très bien, merci à toi. Ok, je vais passer la parole maintenant à Christophe Corré. Christophe, c'est à toi, tu peux démarrer le partage de ton écran. Tu peux te présenter en quelques secondes avant, c'est à toi de voir. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Vous me direz si ça fonctionne correctement. Le son. Donc, je suis Christophe Corré, président de l'association AVS France. Et c'est un grand plaisir de vous rencontrer tous et de pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on fait et quels sont aussi nos besoins et nos difficultés. Donc, AVS France, c'est une association que j'ai créée avec Sylvie Cardona en 2005, en juin 2005. On a tous les deux milité dans plusieurs associations avant de décider de créer la nôtre parce qu'on ne trouvait pas vraiment le discours qu'on voulait porter ailleurs. Et récemment, en 2015, on a créé la marque Bears qui nous permet de développer des produits éthiques qu'on vend sur la boutique de l'association. Donc, le principe, c'est qu'on ne fait pas de profit, évidemment, puisque c'est la boutique associative, mais que ça nous permet de financer à la fois nos propres projets et aussi d'apporter une aide aux associations qu'on veut soutenir à travers le monde. Donc, AVS France, ça reste une petite association qui est dirigée seulement par des bénévoles. On est 4 au bureau, 8 au conseil d'administration. On a un peu plus d'adhérents que ces dernières années. On arrive péniblement à monter à 170 adhérents là. 1500 abonnés à notre newsletter. Bon voilà, 2000 à peu près sur Twitter, 3800 sur Facebook. On a un budget annuel
entre les dons, les ventes et les adhésions, entre 20 000 et 30 000 euros, ça dépend des années, ce qui reste un très petit budget par rapport à plein d'autres associations. Donc tous les ans, il faut qu'on se démène pour renouveler des partenariats ou pour trouver des nouvelles idées pour financer nos projets. Puisque forcément, avec des budgets aussi bas, ben, ça veut dire que dès qu'il y a un partenaire qui se désengage, ben, ça remet en cause les actions qu'on veut créer. Juste pour préciser, la marque Bears, elle nous permet à peu près, enfin le chiffre d'affaires de la boutique, on va dire, pour parler un peu comme dans le business, c'est à peu près 5 000 euros l'année dernière. Donc c'est quand même pas négligeable comme revenu pour nous. Et en fait, ça nous a permis de voir que les gens ne veulent pas seulement donner de l'argent et faire un don, mais que l'engagement par l'objet est assez important. Et c'est pourquoi je tiens à remercier la marque Gift for Change qui fait les bracelets Trees, qui a lancé là un partenariat avec Nature et Découverte et qui nous permet de vendre des petits bracelets dans les magasins Nature et Découverte qui vont nous permettre de financer des projets, notamment contre les montreurs d'ours. Si ce genre de partenariat pouvait se développer, bah, ça nous permettrait à la fois de se faire connaître d'un auditoire un peu différent des gens qui nous connaissent déjà, et aussi apporter des petites contributions pour financer des projets. Donc la difficulté qu'on a, c'est principalement de sortir du cercle des gens qui nous connaissent déjà et de toucher un public beaucoup plus large. Et évidemment, je marquais qu'on a une charge de travail énorme puisque, en fait, la majorité des dossiers, ils sont menés par Sylvie et moi. On a l'aide quand même de quelques bénévoles parmi les membres, mais je pense que si nous, on n'était pas là pour mener la barque, Aves France n'existerait plus parce qu'on a vraiment du mal à trouver des gens pour nous aider durablement, parfois indépendants, pour gérer les dossiers. C'est toute la difficulté de trouver des bénévoles, mais qui a à la fois du temps et l'envie de s'engager à long terme. On leur demande quasiment un travail professionnel et enfin, c'est déjà un peu ce qu'on fait nous. Dès qu'on a du temps, on le donne à l'association. Et c'est difficile de trouver des bénévoles qui ont ce temps-là ou cette envie de vraiment s'engager avec nous. Alors, nos sujets de prédilection, évidemment, on a dû choisir. Hein, on pouvait pas, on peut pas trop s'étendre puisqu'on est peu nombreux et à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, comme ça nous retombe dessus, on croule sous la charge de travail. Donc, on a décidé de cibler sur la cohabitation avec les grands prédateurs. Donc, l'ours et le loup, qui est déjà un gros projet. La défense des espèces mal aimées, donc c'est blaireaux, renards, corvidés. On a parlé hier en CA peut-être de parler aussi du sanglier, enfin d'élargir à d'autres espèces, mais c'est toujours le même problème, c'est que ça va nous créer une surcharge de travail qu'on n'est pas sûr pour l'instant de pouvoir assumer. La lutte contre les montreurs d'ours, la défense générale de la nature en France, la sensibilisation du grand public et donc, je disais tout à l'heure, à travers la marque Bears, le soutien aux associations de terrain à l'international notamment. Donc, les associations avec qui on peut travailler en Équateur sur l'ours à lunettes, par exemple, certaines associations pour l'ours malais. Enfin, voilà, donc on essaye de soutenir aussi les associations de terrain qui font un gros travail et qui souvent ne sont pas du tout soutenues par les gouvernements ou dans le pays qui n'arrivent pas à trouver les finances pour continuer le travail qu'ils font. Alors, je ne sais pas si le micro de Sylvie est activé. Peut-être qu'elle peut nous parler de son sujet principal qui est le loup. Sylvie ? Oui, j'ai activé. Vous m'entendez ? Oui. Alors, rapidement, donc le loup, on s'y est intéressé avant de fonder Aves France et pendant, évidemment, dès qu'il a été cartographié en France. Pour plus d'efficacité, on en a profité pour rejoindre le collectif Cap-Loup quand celui-ci s'est créé. Parce que, vous le savez certainement tous, le retour du loup en France pose énormément de problèmes, surtout au niveau politique.
c'est pire que le lynx et que l'ours parmi nos grands prédateurs parce qu'il n'est pas du tout accepté, notamment par le monde de l'élevage. Et donc, ça reste très problématique. Et voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant et on en est toujours quasiment au même point. Donc, on a un gros souci avec ça. Il y a aussi beaucoup de sensibilités différentes dans les associations qui sont, on va dire, entre guillemets, pro-loup. Et donc, c'est assez difficile de créer une synergie et d'avoir des partenaires qui sont tous d'accord voilà, sur les mêmes moyens. Nous, on s'aperçoit avec le temps et avec l'expérience qu'on a un souci sur l'efficacité des moyens de protection. Alors, c'est global, ça concerne un peu toutes les associations qui s'occupent du loup, mais plus spécifiquement en plaine. En fait, on cible énormément les actions et les moyens de protection du loup, notamment en montagne, dans les Alpes, etc. Mais l'essentiel du problème, il se passe souvent en plaine, et là, on est un peu démunis. Donc, c'est vrai que on cherche un peu des moyens comment dire, des méthodes qui nous permettraient de conseiller aussi des éleveurs qui sont en plaine, et notamment, je pense à ceux du centre de la France, hein. Il y a l'Auvergne, il y a la Bourgogne, voilà, on redescend en Lozère. Donc là, on en demande d'aide à ce niveau-là sur des moyens, des conseils techniques vraiment. Et puis en plus après sur des aides au financement parce que le retour du loup il implique malheureusement et inévitablement un soutien financier. On peut pas le contourner. L'acceptation sociale du loup c'est une chose, mais il y a l'acceptation financière aussi. Donc voilà. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur le loup. Quand Sylvie dit qu'il faut soutenir les éleveurs qui veulent protéger leurs troupeaux en plaine, en fait, la difficulté, c'est que le principal moyen de protection à ce jour, ça va être les clôtures électriques. Mais en plaine, ça va vouloir dire clôturer sur des très grandes distances et donc ça a tout de suite un coût qui est phénoménal. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut trouver et inventer de nouveaux moyens de protection et dans ce cas-là, on a besoin de solutions innovantes et des études aussi sur le terrain. Mais malheureusement, en France, il n'y a pas du tout d'argent. On voit que dans les autres pays, il y a des initiatives. Ils ont testé des choses simples, comme par exemple mettre dans les troupeaux des ânes, parce qu'ils savent que les canidés n'aiment pas les ânes. Tester des urines d'autres prédateurs qui pourraient faire fuir les animaux, les fladeries, des choses lumineuses pour effaroucher. Mais en France, je ne sais pas, Sylvie, je pense que me contredira pas, mais il y a très peu de moyens pour faire ces études-là. Et du coup, on reste avec des solutions de base qui ne sont pas forcément applicables sur les grands troupeaux et sur les grands espaces. Alors, je vais vous donner un petit exemple effectivement concret. Dans mon département, dans la Nièvre, où je travaille, donc le loup a fait un retour, en tout cas un passage timide, il y a maintenant 1 an et demi. Eh bien, notre DDT a acheté quelques mètres de clôture, voilà, en guise de test pour tous les éleveurs du département, pour qu'ils se la prêtent. Donc, on voit bien que faut pas compter sur les services de l'État pour mettre des choses en place parce qu'apparemment ils n'ont pas de moyens et ils restent sur des choses très basiques. C'est de la clôture électrique, mais c'est tout. C'est un seul moyen de protection. Donc là, du coup, c'est malheureusement au niveau associatif qu'il faut prendre le relais pour pouvoir accompagner les éleveurs qui ont vraiment envie de cohabiter avec le loup. Voilà. Et on a les mêmes problématiques avec l'ours. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que le retour du loup, il date quand même de 1992, qu'on est en 2018 et qu'on aurait dû s'adapter déjà depuis longtemps. Et voilà, ça n'a pas été le cas. On est très en retard et on est en retard par manque de moyens et peut-être aussi par manque de volonté politique, par difficulté de faire accepter le prédateur, puisque qui dit se protéger dit que derrière, il y a déjà une forme d'acceptation. Donc, il faut vraiment qu'on travaille aussi sur le dialogue. Et ça va m'amener à ce qu'on fait pour l'ours dans les Pyrénées. Donc, depuis 2017, Aves France a cofinancé un processus de dialogue sur le thème de la biodiversité vraiment dans les Pyrénées ariégeoises. C'était un projet porté par une association locale qui s'appelle Innova Nature, qui a réussi à mettre en place ce projet et à faire participer le Parc national régional des Pyrénées ariégeoises, l'ADREAL, l'ONF, l'ONCFS et des associations écologistes, des forestiers, des chasseurs, des éleveurs. Et l'idée, c'était de mettre tout le monde autour d'une table, des gens qui ne se parlaient plus, pour à la fois parler de biodiversité en général, de parler de
de tout ce qui, à la fois de leur vision à long terme de la biodiversité dans les Pyrénées ariégeoises, mais aussi ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils voulaient tous vivre dans un environnement préservé, qu'ils étaient plutôt contre les projets de réouverture de mines, comme il peut y avoir en ce moment à Couflin. Et en même temps, forcément est venu le sujet de la protection de l'ours, où on a toujours, depuis les années 90, des gens qui souhaitent la préservation de cette espèce qu'on appelle espèce parapluie. C'est-à-dire que quand on va protéger l'ours, on va aussi protéger tous les autres animaux qui sont sur le même territoire. Donc, c'est un intérêt, mais par contre, ça crée aussi des difficultés de cohabitation, surtout avec les éleveurs, parfois avec certains chasseurs et surtout les présidents de chasse, des fédérations de chasse. Donc, c'était la première fois, je crois, qu'on arrivait vraiment à mettre des gens autour d'une table à discuter de ces projets. Et on se rend compte que même si c'est difficile, parce qu'on a tous des intérêts différents, il faut qu'on garde ce lien, il faut qu'on parle pour garantir la réussite d'un projet de conservation des prédateurs sur un milieu naturel. Donc, pour animer ce processus, on a fait venir Alistair Bass, qui est un spécialiste de la résolution des conflits en zone de présence des prédateurs, qui est canadien, qui a travaillé un peu partout dans le monde. Il a vu que la situation était très difficile en France et peut-être une des plus difficiles à laquelle il a eu à faire. Et pourquoi on s'est engagé dans cette voie du dialogue, contrairement à beaucoup d'associations qui disent les gens qui ne veulent pas de l'ours, on ne veut plus en parler, tant pis. Nous, on prône le retour de l'ours, point. Nous, on pense que le dialogue, il est vraiment important parce que si on regarde les précédents renforcements de population qu'il y a eu en 96, 97 et 2006, 2007, sur 8 ours réintroduits, il y en a quand même 5 qui sont morts. Et donc, réintroduire des animaux avec le risque que la population se mette à régler elle-même le problème de la cohabitation en tuant des animaux, c'était vraiment une situation très tendue. C'est pas possible, donc il faut qu'on continue à maintenir un dialogue et à essayer de trouver des solutions ensemble. Moi, je suis convaincu que si on arrive à cohabiter, on va pouvoir développer toute une économie autour du retour de l'ours. Je suis le premier à voyager et à dépenser de l'argent pour aller dans d'autres pays pour voir l'ours. Si on pouvait développer des activités touristiques, notamment autour du retour de l'ours, mais aussi des produits labellisés, ça existe déjà, mais en fait, la difficulté, c'est qu'il y a une telle opposition au retour de l'ours localement par peu de gens, mais qui ont un pouvoir de nuisance énorme, que ça casse un peu les efforts qui sont faits pour attirer des naturalistes ou des gens qui aiment la nature dans les Pyrénées. Alors, la grosse difficulté, c'est que ce processus de dialogue, il coûte environ 40 000 €. Donc, il faut à tout prix trouver des partenaires financiers si on veut reproduire déjà les premiers ateliers qui ont été faits. Nous, on aimerait bien les reproduire en Béarn et peut-être sur toute la chaîne des Pyrénées. C'est un processus qui pourrait être ensuite fait aussi par rapport au retour du loup dans différentes régions. J'étais jeudi dernier à la réunion de l'UICN au congrès à Paris, où on a eu un message de Nicolas Hulot qui confirmait qu'il souhaitait la réintroduction de 2 ours en Béarn à la fin de l'année, la directrice du cabinet également. Et nous, la difficulté qu'on a, c'est que autant on a réussi à travailler localement sur ce sujet-là, mais par contre, on n'a pas réussi à avoir de dialogue avec le ministère. Et on aimerait pouvoir leur présenter le travail qu'on a fait et pouvoir vraiment échanger sur les prochaines étapes de renforcement d'ours pour peut-être aider à l'acceptation, aider à recréer des processus de dialogue ailleurs pour que ça se passe bien. En fait, on ne veut pas que les ours réintroduits. On sait que c'est en train déjà de gronder dans la montagne. On ne voudrait pas que ça se passe mal, donc on aimerait bien pouvoir en discuter et présenter le travail qu'on fait.
Alors rapidement, ce qu'on essaye de faire sur ce sujet-là, on a quelqu'un dans les Pyrénées qui connaît extrêmement bien le terrain, qui pose des caméras pour voir un petit peu où passent les ours. Donc ça lui permet d'avoir un inventaire des ours en Ariège et de s'assurer qu'ils sont toujours vivants, qu'ils passent régulièrement, qu'ils vont bien. Donc il nous permet aussi d'obtenir des magnifiques images et assez rares évidemment. Même si on essaye de pas trop en diffuser ou alors de vraiment les cadrer pour pas que les zones soient reconnaissables. Il nous rapporte aussi la température du terrain puisqu'il est ancien berger et chasseur, donc il a un dialogue assez facile avec les éleveurs. Quand ça commence à chauffer, il nous explique pourquoi, il nous explique ce qui s'est passé, ce qui a été mal interprété. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ce contact avec lui. Parallèlement, en début d'année, on a lancé la revue À un poil d'ours qui nous permet de communiquer auprès des abonnés sur ce qui se passe dans les Pyrénées, sur notre façon de voir ce dossier, et puis aussi de parler d'autres choses sur la nature, parfois d'avoir des petits sujets assez légers, mais qui donnent des informations que les gens ne savent pas forcément. J'ai vu qui avait été partagé le sujet sur le P de l'ours. Voilà, c'est une réalité biologique qui fait sourire et puis ça nous permet de communiquer autrement en fait et de passer des informations sur l'ours. Évidemment, on a besoin de la diffuser le plus largement possible. Elle a été lancée en avril. C'est un trimestriel. Pour l'instant, on est à une trentaine d'abonnés. Bon, on vient de la lancer, donc forcément, c'est les tout débuts. On espère pouvoir la diffuser plus largement. Et on a eu le budget l'année dernière pour communiquer dans les écoles, faire des sorties sur le thème de l'ours. Donc c'est pareil, on a besoin de trouver des liens pour pouvoir atteindre les scolaires et puis pour pouvoir parler de biodiversité, surtout dans les départements concernés, donc sur la chaîne des Pyrénées. Le sujet suivant, c'est les montreurs d'ours. Alors là, effectivement, on en parlait tout à l'heure, un travail de veille qui est compliqué pour trouver les dates et les lieux des spectacles. Je passe énormément de temps à scruter tous les articles sur Google avec les différents mots-clés, montreurs d'ours, fête médiévale, les noms des dresseurs, des ours, pour réussir à trouver ces informations-là. Et ça nous aiderait énormément que, je ne sais pas, des startups, des petits génies de l'informatique nous aident à mettre en place une veille efficace pour trouver ces spectacles. Et je ne sais pas, peut-être créer une application ou un site vraiment simple pour que les gens, dès qu'ils ont l'info, puissent prendre une photo d'un programme pour nous l'envoyer ou alors nous envoyer le lien de l'information qu'ils ont trouvée pour que nous, derrière, on puisse écrire aux organisateurs, ce qu'on fait systématiquement, envoyer notre brochure contre les montreurs d'ours, et puis essayer de faire annuler les spectacles en lançant des pétitions, etc. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer de développer. On a des moyens financiers assez limités, mais en regroupant les compétences de plusieurs personnes, peut-être qu'on pourrait réussir à travailler là-dessus et à nous simplifier la tâche, notamment pour la veille et trouver ces spectacles, ce qui demande énormément de temps. Voilà, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'en plus, certaines municipalités sont au courant qu'on va leur envoyer des courriers, qu'on va mettre en place une pétition et donc ça va jouer sur leur image. Et donc, certains ont tendance à cacher un peu l'information. Donc, on ne va pas trouver forcément la présence du montreur d'ours dans le texte sur leur site. Mais par contre, ça va être sur l'affiche ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment difficile, de plus en plus difficile en tout cas de les repérer. On a quand même quelques avancées sur le dossier, notamment parce qu'en début d'année, on a contacté tous les députés pour les informer sur ce sujet. Et beaucoup de gens en France pensent que les montreurs d'ours, ça n'existe plus. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de spectacles. Donc, on sent que certains députés sont sensibilisés. Il y a eu des questions écrites posées pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Et le président du groupe parlementaire Conditions Animales, qui est opposé à l'exploitation des animaux sauvages. Donc, on a vraiment espoir que ça change et qu'il fasse bouger la loi.
puisque pour l'instant, une des DPP qui est la seule autorité qui peut aller faire des contrôles, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est assez impuissante, notamment parce que le texte de loi, en fait, il est très permissif. Il permet, normalement, les ours devraient être systématiquement, quand ils sortent, enfermés dans des enclos entre 12 et 24 mètres carrés, ce qui poserait quand même des problèmes sur les lieux de spectacle. Or, c'est ce qui est marqué en jaune, la disposition, elle est balayée par cette petite phrase qui dit que si les ours sortent moins de 4 jours de leur lieu de résidence, en fait, il n'y a pas de condition minimale d'installation. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester pendant 4 jours dans une remorque ou à l'intérieur d'un van. Les inspecteurs de la DDPP ne pourront rien dire et nous, on ne pourra pas porter plainte pour mauvais traitement. Voilà. Donc, c'est au moins cette disposition qu'on aimerait bien faire sauter dans l'arrêté. Et on est en train d'y travailler. On espère que ce sera une réalité parce que vraiment, je pense que si cette exception qui est vraiment pour les ours était supprimée, il y a beaucoup de lieux de spectacle qui ne pourraient plus se permettre d'accueillir des montreurs d'ours. Et voilà, je voulais juste vous montrer que en fait, l'ours Valentin, c'est celui qui tourne le plus. Juste avec les spectacles qu'on a réussi à trouver cette année, on voit qu'il va passer quand même presque 10 000 km sur la route. Il y a certainement des spectacles en plus qu'on ne sait pas encore ou qui n'ont pas été signalés ou qui sont passés à travers nos mailles. Donc 10 000 km sur la route pour un ours, c'est énorme. Parfois des déplacements aller-retour de 1500 km juste pour un week-end. Nous, clairement, on trouve que ce n'est pas acceptable et on espère vraiment que ça va changer. Et sur les consultations publiques, on a un petit peu le même problème de veille pour trouver les consultations. Je vais redonner la parole à Sylvie qui va peut-être pouvoir mieux vous expliquer parce que c'est vraiment un dossier sur lequel elle passe énormément de temps. Oui, alors rapidement, les consultations publiques. On a créé un blog dédié il y a quelques années où pour l'instant on ne référence que on cible uniquement les périodes complémentaires liées à la vénérie sous terre du blaireau. C'est déjà un boulot qui est énorme, donc on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses. Je cible tant que je peux aussi le renard, voilà, et les corvidés, mais c'est essentiellement le blaireau. Et donc il y a, vous savez, le nombre de départements qu'on a en France, donc il y a autant de consultations publiques qu'il y a de départements et qui sont tous concentrés à peu près à la même période généralement, donc ça va de mars jusqu'à en ce moment, il y en a encore, donc jusqu'à juin. Le souci, c'est que depuis quelques années, les préfectures, entre guillemets, cachent leurs consultations publiques et sous plein de rubriques différentes. Donc chaque préfecture a presque son modèle de consultation. Et ce qui fait que c'est un véritable casse-tête pour les trouver, c'est même carrément un cauchemar, quoi. Donc on est un ou deux à travailler dessus la plupart du temps et parfois on peine à les trouver. Quand on les trouve, c'est trop tard, les dates de consultation elles sont passées. Donc là encore, je me dis, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen technique pour arriver à trouver ces consultations je sais pas du tout. Voilà, je sais pas. Je connais pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un truc qui est fait pour l'instant manuellement et qui prend énormément de temps et c'est dommage parce que du coup, plus on participe aux consultations publiques et plus on a de chances pour infléchir les préfectures. On a eu déjà quelques cas, alors ils sont rares, mais quand même, ça vient de préfectures qui ont renoncé à la période complémentaire de la vénérie sous terre des blaireaux. Donc ça vaut le coup quand même qu'on fasse ce travail-là. Voilà. Voilà, donc c'est pareil, on se demandait si la création d'une application, on a nos sites en WordPress, peut-être trouver un plugin que je ne connaîtrais pas qui nous permettrait d'améliorer la participation, parce qu'en plus pour les gens qui vont sur notre site, consultation publique, tous les jours ils vont recevoir les consultations qu'on a postées, mais s'ils ne répondent pas tout de suite, la difficulté ça va être qu'ils vont être noyés dans des consultations qui se ressemblent toutes. C'est-à-dire qu'un jour on va avoir... je dis n'importe quoi, mais la consultation pour la Normandie, pour le Doubs, pour n'importe quelle région, et en fait, ils vont plus savoir à laquelle ils ont répondu. C'est vraiment compliqué. Alors, est-ce qu'on peut réussir à trouver un système où chaque membre inscrit aurait une page, pourrait savoir à quelle consultation il a répondu, ce qu'il lui reste à faire, retrouver facilement les arguments. Voilà, c'est une question ouverte, mais aider les citoyens à vraiment reprendre la parole sur ces sujets-là. On leur donne l'occasion
de donner leur avis sur la chasse d'une espèce. Ça nous semble important de le faire. Et malheureusement, c'est tellement compliqué qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas. Donc, essayer de trouver un moyen de simplifier les choses et peut-être que ça passe par une solution technique à développer. Je sais pas. Avis aux différents génies qui nous entourent, on va dire. Voilà, j'ai terminé. C'était un peu long. Ok, merci Christophe, merci Sylvie. Chapeau bas pour tout le travail que vous effectuez. Partage à nouveau ton écran pour rester sur ta présentation de façon à ce qu'on puisse se référer aux slides. On va démarrer peut-être par des questions des gens qui doivent partir. Et donc Nathalie qui va courir, je crois, pour PIWAC. Nathalie, est-ce que tu as un commentaire ou une question? Il est déjà parti. Ok, je pense que… Non, 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 non. Non, je ne suis pas partie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Vous m'entendez mieux? Oui. D'accord. J'ai un truc à proposer à Christophe et à Sylvie là, suite à leur présentation, mais je suis en train de vous envoyer un SMS du coup. Sinon, j'avais mis une question, mais j'arrive plus à la retrouver dans tous nos commentaires. En tout cas, merci pour cette présentation. Vous nous avez beaucoup fait réagir. Mince, j'arrive plus à retrouver mon commentaire. Écoute, je vais passer la parole à quelqu'un et en attendant, Ouais. Prépare une Ça question. marche. Alors, qui veut démarrer? Vous levez la main ou je passe la parole à Thibaut, c'est à toi. Ouais, alors moi d'abord, je voudrais vous remercier tous les deux parce que la présentation est ultra claire, le son était parfaitement audible et c'est très agréable. Donc on a bien compris ce que vous faisiez. Juste, je voulais d'abord connaître les liens que vous pouvez avoir avec les autres associations qui font des choses un peu similaires aux vôtres. Je pense à Aspas, on a parlé du renard, donc il y a le collectif Grand Est sur la défense du renard. Donc comment vous organisez en fait entre associations? Voilà, j'ai 50 autres questions, on va commencer par celle-là. Alors, avec les autres associations, notamment l'ASPAS, l'ASPAS, on travaille en collaboration. On a rencontré plusieurs fois Madeleine aux réunions de CAC Politique. Et sur les consultations publiques, ils ont un petit peu la même difficulté que nous, c'est-à-dire que ils ont personne réellement sur ce dossier-là. Il y a un bénévole qui fait un peu le travail, mais ils ont les mêmes problèmes parce que c'est hyper chronophage. C'est difficile ensuite comme il faut des réponses personnalisées à chaque consultation et les envoyer à tout le monde, ça veut dire que tous les jours, il y aurait des mailings qui partiraient en demandant aux gens de répondre aux consultations. Donc, on a vraiment un problème pour ce sujet-là. Sylvie? Oui, je ferai la même réponse. C'est vrai qu'avec Madeleine, on est en train d'essayer de réfléchir à une solution pour mettre nos forces en commun. Et il n'y a pas très longtemps, effectivement, elle m'a parlé du collectif Grand Est pour le renard parce qu'elle sait que je fais quelquefois des consultations sur le renard dès que j'ai le temps. Et ce serait bien qu'il y ait un relais et si le collectif faisait ça de son côté. Mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher encore. Mais travailler en partenariat avec d'autres associations, on le fait déjà depuis quelques temps avec Christophe. Et on pense que c'est plus pertinent. Tout à l'heure, je parlais du collectif Caplou, où on est une quarantaine d'associations. C'est vrai que c'est quand même plus confortable quand on travaille à plusieurs et quand on peut s'aider. Mais là, en tout cas, pour les consultations publiques, on essaie de faire quelque chose. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même les problèmes techniques qui demeureront de toute façon. Après, sur les autres sujets, par exemple sur les montreurs d'ours, il y a quelques années, on avait créé un collectif contre les montreurs d'ours. Et puis, au fur et à mesure, il n'y a plus personne qui participe à ce collectif parce que les associations ont d'autres sujets, chacun d'autres priorités, et puis on est tous en manque de temps. Du coup, on s'est retrouvés quasiment les seuls à faire cette recherche des spectacles et on s'est un peu spécialisé sur le sujet. Donc, bon, on arrive quand même à communiquer ensemble, de temps en temps avoir un coup de main. Là, récemment, il y a One Voice qui a partagé une de nos actions sur Twitter et du coup ça permet aussi de toucher d'autres personnes et puis de montrer que voilà qu'on agit. Parfois c'est la Fondation Bardot qui envoie des courriers pour appuyer la demande d'annuler un spectacle, mais on voit que le travail collectif il a ses limites parce qu'on est tous
débordé par plein de sujets et puis que on est obligé de faire un peu le tri dans le travail, quoi. Ok, je vais prendre une autre question. Nathalie, tu faisais référence à Oui, j'ai retrouvé botanique. ma question. Oui, voilà, c'est ça en fait. Est-ce que vous avez des fondations qui vous font des dons? Est-ce que vous avez discuté avec des, euh, des grosses boîtes comme… j'ai pris l'exemple de Botanique, mais il y en a d'autres. Christophe ou Sandrine, c'est de répondre en 30 secondes parce qu'il va y avoir beaucoup de questions à mon avis. Alors, les fondations, on a déposé parfois des dossiers. Souvent, ça demande un temps énorme pour les contacter. J'avais préparé plein de dossiers. Et c'est souvent des refus, notamment avec, on fait partie de 1% pour la planète. C'est des entreprises qui sont tellement sursollicitées qu'ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Alors, soit ils donnent des toutes petites sommes, soit ils répondent non parce qu'ils sont déjà engagés par ailleurs. Et on a Lush qui nous soutient quand même quasiment tous les ans et qui donne quand même beaucoup d'argent. Heureusement qu'ils sont là. Mais c'est vraiment très difficile de trouver des structures. En plus, qu'on traite quand même des sujets qui sont parfois un peu polémiques, et notamment sur les grands prédateurs. Merci, je dois vous dire au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Sabine qui avait un commentaire. Sabine? Oui, je remets mon micro. Oui. Voilà, j'avais mis un petit message pendant la présentation pour dire qu'on est en train de boucler la seconde phase de notre expo au Muséum d'histoire naturelle du Havre. On a une petite salle protecteur, donc on termine ce week-end parce qu'on imprime là la fin la semaine prochaine, donc c'est ultra chaud. Pour l'instant, on présente plutôt des protecteurs avec lesquels j'ai bossé, mais à l'étranger, pas sur la France. Donc on pourrait intégrer Aves. Le conservateur est prêt parce qu'on lui en avait déjà parlé, malgré les polémiques ou les difficultés qu'il peut y avoir, ce qui est assez courageux de leur part quand même. Donc ils sont prêts à le faire, mais ça veut dire, Christophe, qu'il faut qu'on bosse ce week-end. C'est possible. Bon, alors donc c'est parti, c'est bon. Très bien. Ce que vous ferez, c'est que vous irez sur Slack, vous échangez vos numéros de téléphone sur Slack et pour tenir le collectif au courant. Christophe, J'ai travaillé il y a quelques années avec le Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Et c'était vraiment une expérience géniale. En plus, on a touché plein d'enfants, des scolaires, et enfin, ça permet tout de suite de toucher un public large. Et c'était vraiment une expérience super intéressante que j'aimerais bien un jour renouveler. Donc, ça peut être aussi au Havre, il n'y a pas de souci. Bon, ben voilà, c'est l'occasion. Ouais. Parfait. Nathalie Roland, tu avais un commentaire régulation et prédateurs. Est-ce qu'il pourrait vous être utile? Nathalie? Oui, j'ai ça. Puis j'ai aussi une autre question. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un moment on disait qu'en France c'était particulièrement compliqué, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Et oui, après je parlais d'une éthologue là, qui a parlé sur la page Facebook iamvegan.tv qui parlait régulation, prédateurs, tout ça. Alors je sais pas, est-ce que le collectif la connaît déjà? Est-ce qu'elle peut peut-être les aider? Voilà. Si vous pouvez en 5 secondes vous représenter à Christophe qui ne vous connaît pas, Nathalie Roland, Clean Meat, comme ça lui donne une petite idée de… L'agriculture cellulaire, produire des produits animaux comme de la viande, des œufs, du lait, tout ça à partir de cellules et pas à partir d'animaux entiers. C'est en fait un procédé qui est en train d'être développé. Il n'y a pas encore les produits sur le marché, mais ça va arriver bientôt. D'accord, très bien. Ok, Christophe? Alors, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi je dis que c'est compliqué en France? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une opposition au retour des prédateurs par certains éleveurs qui est vraiment compliqué et puis qui parfois est un peu irréel. Enfin, c'est juste un refus catégorique. Donc, c'est des gens avec qui il est quasiment impossible de discuter. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a été postée en fin d'année dernière. Nous, on venait de terminer les ateliers. Donc, c'était assez choquant de voir des gens armés, genre commando corse, qui disaient qu'ils allaient faire la peau de l'ours et puis qu'ils allaient régler le problème. Quand on a mis des dizaines de milliers d'euros sur la table pour renouer le dialogue et qu'on voit ça, ça fait mal. Et puis, il y a cette difficulté-là avec certaines personnes un peu extrémistes, mais il y a aussi la difficulté de faire remonter les informations et d'avoir un dialogue avec
avec le ministère notamment, puisque nous, on était en train de mener ces opérations de dialogue dans les Pyrénées. Et puis, en fait, tout d'un coup, on apprend par un article dans la presse au printemps que Nicolas Hulot vient de décider la réintroduction de 2 ours. Donc, ça a surpris tout le monde. Et en fait, on s'est dit, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas pu avoir une discussion en amont là-dessus parce que nous, on était en train de mener un processus de discussion et d'essayer de faire comprendre l'intérêt de réintroduire. On voulait que ça vienne de la base en fait pour remonter vers le haut. Et en fait, en France, on a tendance à toujours avoir le même système, c'est-à-dire que Paris dit quelque chose et c'est appliqué après dans les territoires. En fait, on aurait vraiment aimé que ça puisse se faire autrement et qu'il y ait un vrai dialogue sur le retour de l'ours. Ok. Désolé, hein, c'est un peu militaire, mais il y a tellement de questions. On pourra en discuter plus longuement aussi. Pareil sur Slack, vous manifestez, vous vous abonnez à la chaîne Aves France de Slack si vous pensez que vous avez vous êtes force de proposition, valeur ajoutée, et notamment pas plus important, mais un des sujets qu'il faudra aborder, c'est la veille automatisée. Je passe la parole à Adrien. Adrien, tu avais un commentaire, si tu es toujours là. Adrien Montaigu, Common. Ok, non, il a dû nous quitter. Benoît, c'est à toi? Oui, effectivement, c'est étonnant Tu peux te présenter très rapidement, 5-10 secondes. Je me rappelle qui est Benoît. D'accord, très bien. Alors, moi, ce que je trouve assez surréaliste, c'est effectivement de voir en France comment finalement il y a un tel dialogue complètement surréaliste avec concernant l'ours, alors que si on va un peu plus loin aux États-Unis, par exemple, dans les grands parcs, tout le monde vient voir les grands parcs parce qu'il y a des ours. Il y a des hôtels dans les parcs, il y a tout ça parce que tout le monde apprécie cette coexistence avec l'ours. Donc comment en est-on arrivé là en France alors que partout ailleurs, c'est tout l'inverse. Je veux dire, on trouve partout on vend des casquettes avec des effigies des ours, j'en ai, on vend plein de choses comme ça. Tout le monde apprécie beaucoup ce dialogue avec l'ours, cette coexistence avec l'ours, qui est un animal formidable. J'ai vu moi un ours passer à 2-3 mètres devant moi. C'est une relation que l'on a qui est quand même bien plus saine que celle qu'on peut avoir dans un zoo. L'animal non chassé a beaucoup plus de rentabilité économique que l'animal chassé, poursuivi, qui a peur de l'homme, quoi. Donc on a vraiment comment est-on arrivé là dans cette absence de dialogue entre les uns et les autres, quoi. Tout le monde y perd, quoi. C'est terrible. C'est exactement ça, tout le monde y perd. Et j'ai vécu pendant 3 ans en Roumanie, où c'est peut-être le pays d'Europe où il y a le plus d'ours, où la cohabitation, elle se passait assez bien. Et quand j'allais discuter avec les bergers, ils me disaient, bon, c'est vrai que là-bas, ils sont habitués les bergers, ils vivent avec leurs troupeaux. Ils les mènent toute la journée parce que c'est des troupeaux qui sont faits pour le lait, donc ils ont besoin vraiment d'être avec eux. Il y a beaucoup de chiens et puis voilà, ils acceptent aussi de vivre pendant toute cette période avec le troupeau. Mais ils nous disaient, nous, notre métier, c'est de garder les bêtes et puis de faire en sorte qu'on n'ait pas de perte. Donc, il y a une acceptation de la faune sauvage. Oui, ils sont sur le territoire des animaux sauvages, ils sont là pour protéger leurs bêtes. En France, on a des troupeaux qui sont quand même devenus très gros, qui sont souvent faits pour l'élevage, pour la viande, et du coup, il y a moins besoin de la présence humaine. Et pendant ces ateliers, j'ai eu l'occasion de discuter avec un berger qui me disait pour moi, le métier de berger, c'est être tout seul avec mon chien et mon troupeau. Donc, évidemment, il ne peut pas être 24 heures sur 24 avec son troupeau. Donc, quand il a fini ses heures, en fait, il rentre chez lui et puis le troupeau est laissé dans la montagne. Et il me disait, après, je ne peux pas passer mes journées et mes nuits avec le troupeau, c'est impossible. Donc je lui dis, mais pourquoi dans ce cas-là, vous n'êtes pas plusieurs? Parce qu'il y a quand même des subventions pour payer des emplois de berger ou d'être berger. Il me dit, ah non, mon boulot, c'est d'être tout seul avec le troupeau. Donc en fait, on tourne un peu en boucle parce qu'ils ont une image du berger qui est peut-être restée celle de l'ancien temps, du berger avec ses 200 bêtes
et qui pouvait effectivement surveiller. Sauf que quand on a un troupeau de 1000 bêtes et puis qu'on est en zone de prédateur, il ne faut pas le garder seulement entre 8h et 8h, quoi. Ok, avant de passer la parole à Thibaut, je vais passer la parole à Fabien, s'il est toujours là. Fabien Poulaous, notamment au niveau de la veille automatisée. Vas-y, je te passe la parole, Fabien. Moi, je pensais à une veille collective semi-manuelle, déjà avec le collectif, en postant certaines informations sur la chaîne Slack. Mais il y a des outils, effectivement, que tu m'avais cités un Ouais, peu plus tôt. il y a des outils, effectivement, ça peut être Mention, Meltwater, d'autres qui permettent de faire des tris très précis des infos qui passent, mais il faut quand même que déjà les infos passent sur le web. Souvent, Donc, elles passent quand même, hein. voilà, donc si les infos passent sur le web, il existe des outils puissants. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est des outils qui deviennent payants et qui, à la longue, peuvent finir par coûter, quoi. Mais on Il y a peut, des, il y a des outils de base, hein, du genre Google Alert, Alors Google etc. Alert, ça Après, c'est tu le premier as à activer, Hootsuite ça sur c'est sûr. Twitter, mais Twitter, il faut quelqu'un les poster sur Twitter. Il y a une multitude d'outils. Ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler là-dessus parce que c'est un sujet, un pain point, j'allais dire, de la plupart des associations. La veille, c'est quelque chose de chronophage. Les grands groupes, eux, ont recours à des prestataires externes pour faire ce genre de choses. Les assos n'ont pas ces budgets-là. C'est donc un problème récurrent. Et il faudrait effectivement qu'on puisse trouver ces outils, commencer à élaborer une veille par sujet, par thématique, au sein du collectif. Et ce serait très puissant, puisqu'on pourrait automatiser la veille Ouais. de chacun. Donc on continue d'échanger là-dessus sur Slack ce week-end, même si ce week-end, Christophe va avoir pas mal de boulot, notamment avec Sabine. Je vois qu'il est 13. Je passe la parole à Thibaut et éventuellement une dernière personne juste après lui. Thibaut, c'est à toi? Oui, juste une remarque. Alors, a priori, je fais partie des 30 abonnés à Un Poil d'Ours. Donc, je voulais vraiment vous féliciter sur la qualité de la revue. J'ai été très surpris, en fait. Alors, d'abord, je pense que c'est vraiment pas assez cher en termes d'abonnement à l'année. Je crois que j'ai payé 10 euros, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est de loin pas suffisant par rapport à la qualité du truc. Je pense que vous vous rendez pas compte. Vous avez vous sortez un truc vraiment qualitatif et qui est surtout très adapté aux enfants. Alors moi, j'ai 3 gosses, les 2 plus petits ont 11 et 12 ans, et c'est vraiment un truc qui leur correspond. Bon, ils sont branchés nature à la base, mais et je pense que le développement de ce type de revue, moi je mise beaucoup sur les enfants, sur ces sujets-là, parce que je pense que si on éduque les enfants, on arrivera sur une génération à faire évoluer complètement les mentalités. Donc il y a sans doute moyen de faire des abonnements dans les écoles directement. Et puis les bibliothèques aussi, mais je crois pour ça, je l'ai mis sur les commentaires, les bibliothèques ont des budgets pour acheter des revues, donc toutes les bibliothèques de France. Par contre, il faut que la revue soit enregistrée, à minima barcodée et enregistrée. Je ne sais plus où, j'avais vu ça il y a quelques années. Donc c'est une piste de développement. Et puis, voilà, juste une autre remarque un peu plus perso que j'ai mis dans le commentaire. Moi, j'habite le village où le dernier loup de France en 54 a été traqué en Isère, en Nord-Isère. La traque a duré 2 mois et le loup est encore aujourd'hui exposé en mairie comme un trophée derrière une vitrine. C'est assez particulier, hein. Donc le loup revient, évidemment, je suis en Isère, je suis vraiment dans la région où le loup débarque. Et s'il y a moyen de relayer un peu les informations ou de faire des actions sur ces départements, on peut le faire, évidemment. Voilà, c'était pas une question. Alors, au niveau du prix de la revue, en fait, c'est vrai que le but, c'était pas de gagner de l'argent avec, mais vraiment de diffuser une information différente. Parce que ce qui est un peu agaçant avec Internet et notamment les partages sur Facebook, c'est qu'en fait, on voit que quand on écrit un article, déjà beaucoup de gens lisent que le titre. Et puis partagent, ou alors regardent juste la photo et partagent. Et au bout d'une ou 2 journées, il n'y a plus du tout d'interaction sur ce sujet-là et les gens passent à autre chose. Et donc, on s'est dit qu'en développant une revue papier, ça a permis vraiment aux gens de plus se poser et de diffuser une info un petit peu autrement.
en insistant plus sur certains sujets qui nous tiennent à cœur. Et voilà, on ne voulait pas mettre un prix rédhibitoire. Donc c'est vrai que 10 euros, ça permet tout juste de couvrir les frais. Mais bon, voilà, on s'est dit que pour le lancement, si on mettait un prix vraiment bas, ça permettrait peut-être d'avoir une base d'abonnés plus importante. Surtout que l'argent qu'on a eu de Lush pour travailler sur l'ours dans les Pyrénées prévoit des outils comme ça de sensibilisation. Donc, pour ça, en tout cas, on a les moyens de le faire. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu un prix qui était bas. Je vais juste ajouter un petit commentaire quand même. Déjà, merci beaucoup pour les commentaires, là, l'appréciation de la revue. Mais honnêtement, c'est Christophe qui fait tout le gros du boulot, hein. Je ne saurais pas faire ce qu'il fait, mais c'est lui qui fait la mise en page, qui a surtout. Donc, je pense que les remerciements, c'est plus pour lui. Oui, je pense vraiment. Alors, par contre, le format trimestriel n'est pas adapté aux enfants qui sont dans l'attente. Ils veulent peut-être un peu moins d'informations, mais de façon beaucoup plus régulière. Moi, les miens sont abonnés depuis quelques années à mon petit quotidien, le quotidien, etc. Ils reçoivent tous les jours. Donc, je pense qu'un format mensuel à terme. J'insiste sur la revue parce que je connais quand même beaucoup d'associations et il y en a peu qui ont ces outils et c'est une vraie valeur ajoutée. L'information, c'est essentiel. C'est une vraie valeur ajoutée que vous avez là. Hein. Donc, en développement potentiel, c'est intéressant, je pense. Bah, la difficulté après d'augmenter la fréquence de parution, c'est qu'il faut garder, à la fois trouver du contenu, avoir le temps parce que c'est vrai que c'est très chronophage, hein. J'ai passé mes 15 jours de vacances sur la revue quasiment, et puis trouver des photos que personne n'a ailleurs. La photo de couverture, c'est une des caméras de Florent qui l'a eu. Avoir une photo d'ours dans les Pyrénées en plein jour, qui joue comme ça dans la montagne, c'est extrêmement rare. Et c'est vrai que, bon, à terme, ce serait bien. Il faudrait que l'équipe s'agrandisse, qu'il y ait plus de rédacteurs, de personnes pour la relecture, et puis qu'on trouve des photos, des contenus intéressants. Mais bon, c'est vrai que c'est un test, c'est un début, et j'espère surtout qu'on arrivera à convaincre plus de monde de s'abonner, parce que là, pour l'instant, c'est un énorme travail, et pour envoyer à 30 ou 50 personnes, c'est vrai que c'est pas satisfaisant, mais vraiment, j'espère que ça va se démocratiser. Et je voyais aussi, par rapport au coût du processus, la question des 40 000 euros. En fait, c'est d'abord parce que la personne qui anime le processus, elle vient du Canada et forcément, il faut prendre en charge tous ses déplacements, qui se fait payer aussi son expérience. Hein. Il est professeur universitaire, mais il s'est spécialisé partout dans le monde sur ce sujet-là, et donc il faut payer son expérience. Je pense que sans lui, on n'aurait jamais réussi à monter ces processus, parce que c'est quelqu'un d'extérieur, justement. Si une autre association avait voulu mener ces ateliers en disant que, en les animant, et donc en se mettant comme le médiateur, et donc celui qui a la connaissance, etc., ça ne serait pas passé du tout dans les Pyrénées. Et lui, il a vraiment une méthode qui fait que, en fait, tout le monde a apprécié sa technique, le fait qu'il soit en dehors, puisqu'il n'a rien à voir dans les Pyrénées. Et voilà, ça explique pas mal le coût. Et puis après, il y a aussi les salles, Christophe, excuse-moi, je vais devoir t'interrompre. Ouais. En fait, oui, voilà. Donc sur la chaîne Slack, on mettra les sujets, j'allais dire du plus important, plus urgent. Ce que je vois bien, c'est l'exposition avec Sabine. Ta veille, une veille automatisée, semi-automatisée ou crowdsourcée, ça aussi c'est à creuser. Ta revue, ta politique tarifaire, peut-être plus fréquent, donc moins d'articles, mais façon mensuelle plutôt que trimestrielle. Tout ça, on ira creuser sur Slack. Je vais prendre une dernière question. Je vais peut-être poser, moi, j'avais quelques questions, mais je les poserai sur Slack. Au niveau d'une association, les postes budget les plus importants, c'est quoi? C'est les ressources humaines, les salaires, s'il y en a, mais il n'y en a pas chez toi. Oui, il n'y en a pas.
Du plus important au moins important, c'est quoi les budgets? Et ensuite la même chose pour les revenus en 30 secondes. Ben, les budgets, en fait, nous, on s'adapte forcément au budget qu'on a. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'ours, où on a réussi à avoir un budget grâce à notre partenaire, à Lush, ben, on peut développer des outils pédagogiques, on peut acheter du matériel, puisqu'il faut acheter des caméras nature, plein de choses qui nous permettent d'avoir des images et de faire de la surveillance. Mais en fait, on s'adapte continuellement au budget qu'on a. Et c'est vrai on n'a pas de poste de dépenses pour les salaires, etc., puisqu'on n'a pas de salariés. Mais à côté, bah, il y a les droits pour les images, parfois les logiciels qu'on est obligé d'acheter, enfin, il y a quand même des postes à côté. Mais notre budget est publié sur le site internet après chaque AG, donc on peut le trouver sur notre site. D'accord, je regarderai. Pour les budgets autour des équipements logiciels, etc., tu as Solidatech, mais que tu dois connaître Oui, on connaît Solidatech, ouais. Ok, ok. Ensuite, j'avais une question, les sources de revenus. Focus projet. Ouais, j'ai bien compris la douleur, hein. Vous démarrez une OP, mais vous ne pouvez pas démarrer beaucoup d'OP parce qu'ensuite, souvent, bah, il faut la suivre et l'exécuter. Bah, clairement, c'est ce qui s'est passé avec la revue, en fait. C'était une idée de Florent, avec qui on travaille dans les Pyrénées. Il m'a dit, ah, ce serait vachement bien de lancer une revue sur l'ours dans les Pyrénées. J'ai dit OK, mais au final, je me retrouve avec une charge de travail monstrueuse. J'en avais déjà beaucoup à faire, mais là, avec la revue, clairement, je me rends compte que c'est un boulot de folie. Bah, à la fois pour écrire le contenu, le mettre en ligne, relire les articles de tout le monde et faire en sorte qu'il y ait une cohérence, trouver les photos, mettre en page, préparer les fichiers pour l'imprimeur. Enfin, c'est vraiment un travail de dingue. Et bah, on a, comme toutes les associations, un problème de trouver des bénévoles qui aient envie de nous aider. Et le dernier appel à graphistes que j'ai lancé, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux en disant que graphiste, c'était un métier, c'était pas du bénévolat. Bon, quand on passe 80% de son temps libre à gérer une association, ça fait un peu mal de se prendre ce genre de remarques, mais je peux oui, c'est leur métier, que bon, voilà. Oui, et alors les idées sont bonnes, hein, mais il y a très souvent beaucoup de gens avec beaucoup d'idées, mais là où le bas blesse en général, c'est au niveau de l'exécution. Je comprends très bien. Vous avez des liens avec CAP? Parce que vous parlez des Oui, réglementations, oui, tout à fait. Oui. de On fait convergence partie du animaux-politique. Ouais. Voilà. Oui, ça c'est très important pour nous. Allez-y, Sandrine. C'est une. Sylvie, non, je dis c'est très Oui, important pardon. pour nous. Enfin, moi, j'étais plus partante encore, je pense, que tout le reste de l'association, parce que je trouve que on est militants tous les deux depuis des années, comme beaucoup ici, et on voit bien qu'à un moment, la question animale, elle avance pas du tout. Donc là, maintenant, il faut passer à un niveau supérieur. Et pour moi, politiser la question animale, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et je vois le travail que commence à faire CAP, parce que ça fait pas très longtemps qu'on y est. J'ai pu assister à une des journées à Paris. Et voilà, quoi, il faut sensibiliser les députés, il faut aller porter des projets de loi. Et ça, ça me parle beaucoup. Je mets beaucoup d'espoir dans CAP. Voilà. Oui, parce qu'il y a une forte mutualisation des choses que pas mal d'associations font, mais on tombe dans des scénarios où la main droite, c'est parce que la main gauche fait. C'est compliqué. Ça nous réapprend Je- à travailler ensemble aussi. Oui, correct. Ensuite, Lou, solution, mener des études. J'ai bien compris que les études, effectivement, c'est très chronophage. Si tu peux revenir sur le slide 5, je crois, slide 5 sur les études. Euh, Ces études-là font partie de ta veille, c'est ça? Non, bah, en fait ce qu'on déplore, c'est que les solutions qu'on apporte aux bergers, c'est les mêmes depuis des années et qu'on on tente pas de nouvelles choses. On voit Oui, plein de choses se développer. Quand on voit il y a quelques années les drones n'existaient pas par exemple et ça s'est carrément démocratisé. Et en fait sur des sujets où vraiment on pourrait apporter quelque chose, il n'y a aucune innovation. C'est un peu ça qu'on déplore. On leur propose toujours la même chose, c'est-à-dire de planter des piquets et de mettre un fil électrique. Peut-être qu'on pourrait développer d'autres choses, mais il faut de l'argent pour mener des études, trouver des gens que ça intéresse. Je pense que s'il y a l'argent, on trouvera forcément des gens que ça intéresse, hein. oui, alors pour trouver l'argent aussi, il faut que ce soit innovant. On pourra revenir là-dessus. Je vois bien que les experts à l'étranger, c'est plus facile qu'en France. On a peut-être un petit retard, même si on fait beaucoup de choses au niveau de l'innovation. Mais si tu arrives à pousser des choses innovantes,
tu peux peut-être lever des fonds. Alors, je ne sais pas, l'usage des drones pour faire quelque chose, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait un modèle économique. Maintenant, il faudrait voir avec le ministère si... je sais qu'en approchant la BPI France, les startups, le projet est innovant, il y a un peu techno, ils y vont. Il faudrait voir avec la CDC Biodiversité aussi, Marc Abadi, qui en est le président. Faudrait que je puisse discuter. Ok, on poursuit ce sujet aussi sur... Juste, je précise qu'au mois de septembre, on participe à un grand congrès sur la cohabitation avec l'ours qui va se dérouler en Slovénie pendant une semaine. Il y aura plein d'experts de tous les pays et donc ça va vraiment être l'occasion aussi pour nous de voir ce qui se fait à l'étranger et peut-être de pouvoir s'en inspirer. Et tout ce qui se fait sur l'ours et pourra se faire aussi pour le loup. C'est un peu le même principe des moyens de protection. Donc peut-être qu'on aura aussi des solutions innovantes à présenter ou voilà qu'on pourra s'en inspirer. Oui, exactement. En général, si tu as une idée ici, quelqu'un l'a eu avant toi quelque part, et pour éviter d'essuyer les pots cassés, tu peux t'inspirer de ce qu'ils ont fait à l'étranger Voilà. pour t'inspirer. Donc, pareil, tu nous communiqueras le lien vers cette manifestation sur Slack. Ensuite, Nabibi, Sabine, c'est fait. L'intégration des ânes dans le troupeau. Voilà. Ok, bon, on pourrait encore discuter pendant des heures. Je vous remercie tous pour votre participation. On était 14, on est 8, ce qui est normal puisque une heure et demie, c'est un peu long pour les gens, même si le sujet est passionnant. J'arrête l'enregistrement dans une minute. Avant, je vous signale le prochain webinaire mercredi à 19 heures autour de la startup les nouveaux affineurs de fromage vegan, même si on ne peut plus dire ça comme ça maintenant. Mercredi 19 heures sur Zoom autour d'une startup qui vient d'être intégrée au sein d'un accélérateur de startup qui s'appelle Kicklima et dont je faisais partie du jury que je vais pitcher. Donc mercredi 19 heures au sein du collectif. Et cette personne fait à présent partie du collectif. Voilà. J'arrête l'enregistrement. Merci à tous. Je vous dis à bientôt et on peut échanger informellement maintenant entre nous. Au revoir tout le monde.